Chapitre 7. Connaître à fond son environnement, le réseau. La plupart des individus pensent d'abord à ce qu'ils veulent faire ou exprimer et ensuite à trouver l'auditoire correspondant à leurs idées. Vous devez faire le contraire. Trouvez d'abord votre public et restez focalisé sur ses besoins et son évolution, les tendances qui le parcourent. À partir de cette demande, vous créez l'offre appropriée. N'ayez pas peur des critiques. Sans elles, votre travail serait individualiste et illusoire. Vous devez garder avec votre environnement un lien aussi étroit que possible pour sentir de l'intérieur ce qui se passe autour de vous. Ne perdez jamais contact avec votre base. L'économie des quartiers défavorisés. Je savais que les habitants du ghetto se rendaient compte que, dans ma tête, je n'avais jamais quitté le ghetto. Physiquement, je ne l'avais jamais quitté plus que je n'y étais obligé. Je sentais le ghetto dans mes tripes. Par exemple, je percevais la moindre tension anormale dans un auditoire du ghetto. J'étais capable de parler et de comprendre le langage du ghetto. Malcolm X. Quand il devint revendeur de drogue à l'âge de 12 ans, Curtis Jackson baignait dans un monde qui grouillait de dangers. Le côté affaire du trafic était relativement facile à comprendre. C'étaient les personnes, les différents acteurs de ce jeu, les revendeurs rivaux, les gros bonnets de la drogue, la police, qui pouvaient se montrer retors. Mais le milieu le plus bizarre et le plus impénétrable était celui des drogués eux-mêmes, la clientèle sur laquelle reposait ce métier. Leur comportement pouvait s'avérer fantasque, voire carrément effrayant. Curtis arrivait à intégrer les façons de penser des autres dealers et de la police, car il fonctionnait avec un certain niveau de logique. Mais les junkies, submergés par leurs besoins, pouvaient devenir hostiles ou violents à tout instant. Beaucoup de dealers finissaient par avoir la phobie des drogués. Ceci attestait de la faiblesse et de la dépendance qui s'emparent de ceux qui succombent à l'addiction. L'outil du dealer, c'est son esprit, affûté comme un rasoir, dont le simple fait de flirter avec la drogue émousserait l'acuité et le lancerait sur la pente glissante, conduisant à la dépendance. À trop fricoter avec les drogués, on risque de soi-même le devenir. Curtis comprit cela et se garda à bonne distance d'eux, mais cet aspect du trafic le tourmentait. Il lui arriva une fois que ses clients se mettent brusquement à l'éviter sans qu'il sache pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'arrivait pas à vendre la drogue qu'il avait reçue en dépôt. Dans ce type de contrat, le grossiste met la drogue à disposition gratuitement. Une fois le lot vendu, le petit dealer donne sa part des gains au grossiste et garde le reste, c'est son profit. Mais cette fois-là, il allait se trouver dans l'incapacité de payer le grossiste. Cela pouvait faire du tort à sa réputation et lui attirer toutes sortes d'ennuis. Il serait peut-être obligé de voler pour se procurer l'argent. Assez désespéré, il se mit à dealer comme un furieux, nuit et jour, allant jusqu'à baisser ses prix. N'importe quoi susceptible de lui permettre d'écouler sa marchandise. Il récupéra tout juste l'argent nécessaire, mais il avait eu chaud. Peut-être la qualité du lot était mauvaise, mais comment aurait-il pu le savoir d'avance et comment empêcher que cela se reproduise? Il demanda un jour conseil à un homme nommé Dre, ancien dealer qui avait exercé ce métier dans les rues pendant un temps étonnamment long. Il était considéré comme un homme d'affaires avisé. En prison, il avait étudié tout seul l'économie. Il semblait avoir un rapport particulièrement bon avec ses clients. Dre expliqua à Curtis que, d'après son expérience, il existe deux sortes de dealers. Ceux qui font ça de l'extérieur et ceux qui le font de l'intérieur. Un dealer de l'extérieur ne se soucie en rien de ses clients. Il n'a en tête que l'argent et les chiffres. Il n'a pas de notion de psychologie. Il ne comprend rien aux nuances des besoins et des demandes des gens. Il a peur de trop se rapprocher de ses clients, car cela l'obligerait à remettre en cause ses idées et ses méthodes. Les meilleurs dealers, en revanche, évoluent à l'intérieur. Ils n'ont pas peur des drogués. Ils cherchent à savoir ce qui se passe dans leur tête. Or, les drogués sont comme tout le monde. Ils ont des phobies, des crises d'ennui et toute une vie intérieure. Tant que tu restes à l'extérieur, expliqua Dre à Curtis, tu ne vois rien de tout ça et ta façon de dealer est comme morte, purement mécanique. Pour améliorer ton service, il faut d'abord te servir d'une des plus vieilles astuces de dealer, le goûteur.
Voilà ce que cela veut dire. Chaque fois que tu reçois un lot de drogue, tu en mets à part une certaine quantité pour donner gratuitement à certains drogués. Et ceux-ci te disent tout de suite si c'est de la bonne ou pas. Si leur retour est positif, ils le feront savoir au sein de leur propre réseau et ce genre d'avis est plus crédible de la bouche d'un autre utilisateur que celle d'un dealer qui fait la réclame pour sa marchandise. Si le retour en revanche est négatif, il faudra en tenir compte et faire des offres faussement promotionnelles, par exemple en bourrant les capsules avec 50% de poudre inerte et en donnant une gratuite pour chaque capsule achetée. Ce n'est pas la seule astuce possible, mais il faut connaître en permanence la qualité de ce que l'on vend. Autrement, on ne survit pas dans ce métier. Une fois ce système en place, tu t'en sers pour soigner la relation avec les clients les plus fiables. Ils sont capables de te renseigner sur les changements de goût en cours. En bavardant avec eux, tu découvres toutes sortes d'idées, astuces de vente et nouvelles approches pour dealer. Tu te rends compte de ce qu'ils pensent. Dès lors que tu es ainsi installé à l'intérieur du système, l'ensemble du jeu devient quelque chose de créatif, fourmillant de possibilités. Curtis appliqua immédiatement ce système et s'aperçut rapidement que les drogués n'étaient pas du tout ce qu'il avait imaginé. Ils devenaient fantasques seulement quand on ne se montrait pas cohérent avec eux. Ils attachaient de l'importance à la commodité et à la rapidité des transactions. Ils voulaient du nouveau de temps en temps et adoraient les actions promotionnelles. Grâce à ses connaissances améliorées, il put jouer sur leurs besoins et manipuler leurs demandes. Curtis découvrit autre chose. Comme les drogués passent la plupart de leur temps dans les rues, ils constituent un précieux réservoir d'informations sur les agissements de la police ou les points faibles des dealers rivaux. Le fait d'en savoir autant sur la vie du quartier donnait à Curtis un grand sentiment de pouvoir. Plus tard, il allait appliquer cette stratégie au domaine de la musique et à la campagne de promotion de ses compilations dans les rues de New York. En restant en contact étroit avec les goûts de ses fans, il allait adapter sa musique à leurs réactions et créer des morceaux ayant pour eux un attrait viscéral, comme ils n'en avaient jamais entendu jusque-là. Après le succès commercial remarquable de ses 2 premiers albums, Curtis, qui s'appelait désormais 50 Cent, s'était imposé dans le milieu musical. Mais son sens du réseau, si vital dans la rue, s'estompait dans le nouvel environnement où il vivait à présent. Il était entouré par des flatteurs qui voulaient faire partie de son entourage et par des professionnels et gestionnaires qui ne voyaient en lui que de l'argent à faire. Il fréquentait surtout le milieu des affaires et les autres vedettes. Il ne traînait plus dans les rues. Il ne se rendait plus compte personnellement des tendances qui y naissaient. Bref, il avançait à l'aveuglette avec sa musique, sans être vraiment sûr d'être connecté avec son auditoire. Celui-ci était la source de son énergie et de son dynamisme, mais la distance qui le séparait de lui augmentait. Les autres musiciens n'avaient pas l'air de s'en soucier. En fait, ils n'étaient pas fâchés de vivre dans une sorte de bulle avec les autres célébrités. Ils avaient peur de descendre sur le terrain. 50 avait le sentiment opposé, mais il ne voyait pas comment en sortir. Début 2007, il décida de lancer son propre site internet. Il y voyait une façon de commercialiser sa musique et de faire de la vente directe sans l'interposition du label, lequel s'avérait royalement incompétent pour s'adapter à l'âge d'Internet. Bientôt, le site se transforma lui-même en réseau social, une sorte de Facebook pour ses fans. Plus il creusait la chose, plus il ressentait que ce site représentait beaucoup plus qu'une astuce commerciale. C'était peut-être l'outil idéal pour être en prise directe avec son auditoire. En premier lieu, il décida de faire une expérience. Tandis qu'il se préparait à lancer un disque G-Unit pendant l'été 2008, il organisa la fuite d'un de ses morceaux sur un site internet un vendredi soir. Le lendemain, il rafraîchit régulièrement la page des commentaires à quelques minutes d'intervalle et prit connaissance des réactions des membres. Au bout de quelques centaines de posts, il apparut que le verdict était négatif. Tous jugeaient le morceau trop mou. Ils attendaient quelque chose de plus rude dans un disque de G-Unit. Prenant cette critique au sérieux, 50 écarta le morceau et en lança rapidement un autre, avec la musique plus dure qu'on lui demandait. Cette fois, la réaction fut extraordinairement positive. Cela appelait d'autres expériences. Il mit en ligne le dernier single de son pire ennemi, The Game, espérant susciter des commentaires négatifs de ses fans. À sa grande surprise, beaucoup adorèrent le morceau. 50 se lança dans un débat en ligne avec eux et s'aperçut que les goûts des gens avaient changé. C'est la raison pour laquelle il se distanciait de sa musique à lui. Il reconsidéra donc son orientation.
Pour attirer plus de monde sur son site, il décida de raccourcir la distance dans 2 directions. Il lança un blog sur des sujets personnels et réagit aux commentaires de ses fans. Ceux-ci eurent le sentiment qu'ils avaient un accès direct avec lui. Grâce aux derniers progrès des téléphones portables, il alla plus loin en se faisant filmer par son équipe où qu'il aille. Ces images étaient disponibles en streaming sur son site internet. Cela provoqua un trafic intense et du chat en ligne. Ses fans ne savaient jamais à l'avance quand cela arriverait. Ils étaient donc obligés de visiter le site régulièrement pour essayer de tomber sur ces moments spontanés, parfois d'une banalité ahurissante, d'autres fois plus spectaculaires en raison du don de 50 pour les engueulades. Le nombre de membres décolla comme une fusée. Avec cette évolution, le site internet se mit à ressembler curieusement au monde de la drogue que Curtis s'était créé dans les rues du Southside Queens. Pour reprendre l'expérience des goûteurs, il offrit des morceaux d'essai à ses fans qui, comme ses clients drogués autrefois, avaient une soif permanente de nouveaux produits émanant de 50. Il eut ainsi un retour immédiat sur la qualité des morceaux offerts. Il pouvait sentir ce qu'ils cherchaient et la façon de manipuler leurs demandes. Il n'était plus à l'extérieur du groupe de fans, mais à l'intérieur. Et il reprit ainsi ses méthodes de dealer, cette fois à une échelle mondiale. L'approche intrépide. Le public n'a jamais tort. Quand il ne réagit pas à ce que vous faites, il vous dit quelque chose de parfaitement clair, mais vous n'écoutez pas. 50 Cent. La survie de tous les êtres vivants dépend de leur relation avec leur milieu. S'ils sont particulièrement sensibles aux changements, dangers et opportunités, ils ont un plus grand pouvoir pour dominer leur environnement. L'épervier, par exemple, n'a pas seulement une meilleure vue que les autres animaux, il a aussi une meilleure perception des détails. Il remarque les plus minimes modifications du paysage. Ses yeux d'une sensibilité extrême lui permettent donc des prouesses extraordinaires à la chasse. Nous vivons dans un environnement essentiellement humain. Il se compose de personnes avec lesquelles nous sommes en relation chaque jour. Ces personnes proviennent de différentes cultures et ont différents types d'éducation. Chacune est un individu doté d'une expérience unique. Bien connaître les gens, leurs différences, leurs nuances, leur vie affective, nous confère un plus grand sens de la communication et du pouvoir. Nous savons comment les atteindre, échanger avec eux de façon efficace et exercer une influence sur leurs actes. Mais trop souvent, nous restons extérieurs au milieu et nous n'avons pas ce pouvoir. Pour nous connecter à notre environnement, il nous faut sortir de nous-mêmes, tourner notre regard vers les autres. Mais souvent, nous préférons vivre dans notre tête, au milieu de nos pensées et de nos rêves. Nous nous battons pour que tout soit familier et simple autour de nous. Nous devenons insensibles aux différences entre les individus, aux détails qui rendent chaque personne unique. La raison pour laquelle on se recroqueville sur soi et on se déconnecte, c'est une grande peur. L'une des plus primitives que l'homme connaisse est peut-être la moins comprise. À l'origine, nos ancêtres se regroupaient pour se protéger. Pour avoir le sentiment de la cohésion du groupe, ils adoptèrent des codes de conduite, des tabous et des rituels. Ils se donnèrent également des mythes en vertu desquels leur tribu était considérée comme la préférée des dieux, choisie pour un grand dessein. Pour être membre de la tribu, il fallait se faire purifier par des rites et être favorisé par les dieux. Ceux qui appartenaient à d'autres groupes avaient des rites et des systèmes de croyances étrangers. Ils avaient leur propre dieu et leur propre mythe des origines. Ils étaient impurs. L'autre constituait une présence sombre et menaçante, un défi au sentiment de supériorité de la tribu. Ce qui a fait partie de notre psychologie collective pendant des millénaires s'est transformé en grande peur des autres cultures et façons de penser. Pour les chrétiens, par exemple, la peur des païens. Et malgré des siècles et des siècles de civilisation, cette peur est toujours en nous sous forme d'un processus mental qui divise le monde entre ce qui est familier et ce qui ne l'est pas, ce qui est pur et ce qui est impur. Nous développons certaines idées et certaines valeurs. Nous fréquentons ceux qui les partagent, qui font partie de notre cercle rapproché, de notre clique. Nous formons des factions aux croyances rigides, les gens de droite, les gens de gauche, les gens comme ci, les gens comme ça. Nous vivons dans notre tête en revenant toujours sur les mêmes idées, dans un cocon qui nous isole du monde extérieur. Quand nous nous heurtons à des personnes qui ont des valeurs et des systèmes de croyances différents, nous nous sentons menacés.
La première réaction n'est pas de les comprendre, mais de les diaboliser. Ce sont les autres, difficiles à cerner. Parfois, nous décidons de les observer à travers le prisme de nos propres valeurs et nous supposons qu'ils les partagent. Nous transformons mentalement ces autres en quelque chose de familier. Ils ont beau venir d'une civilisation complètement différente, ils veulent la même chose que nous après tout. C'est un échec de notre esprit qui n'arrive ni à se projeter ni à comprendre et reste insensible à la nuance. Tout doit être blanc ou noir, pur ou impur. Comprenons-nous bien, c'est l'approche contraire qui constitue le chemin du pouvoir. Celui-ci commence par une intrépidité fondamentale. Nous n'avons pas peur, nous ne nous sentons pas agressés par les gens qui ont des façons différentes de penser et de se comporter. Nous ne nous sentons pas supérieurs à ceux de l'extérieur. En fait, nous sommes intéressés et stimulés par cette diversité. Notre premier geste est d'offrir notre esprit à ces différences pour comprendre comment fonctionne l'autre, pour percevoir sa vie intérieure et la façon dont il voit le monde. Dans cet esprit, on s'expose continuellement à un cercle de personnes toujours plus étendues, on se met en contact avec des réseaux différents. La source de notre pouvoir est notre sensibilité et notre proximité avec cet environnement relationnel. Et ainsi, nous détectons les tendances et les changements de goût avant tout le monde. Les quartiers défavorisés sont plus surpeuplés que les autres. On s'y heurte en permanence à des gens qui se distinguent par toutes sortes de psychologies différentes. Le pouvoir que l'on y établit dépend de notre capacité à connaître tout ce qui se passe autour de nous, de notre sensibilité aux moindres changements et de notre conscience des structures complexes du pouvoir qui sont établies. On n'a ni le temps ni l'espace d'échapper à une forme ou une autre de rêve intérieur. On éprouve l'urgence de rester branché sur le milieu et les gens autour de soi. C'est une question de vie ou de mort. Nous vivons aujourd'hui dans des conditions analogues. Toutes sortes de personnes, de cultures et de psychologies divergentes sont obligées de se côtoyer. Et comme nous vivons dans une société dont l'aisance et l'abondance sont manifestes, nous n'éprouvons pas la même urgence à nous connecter sur les autres. Cela est dangereux. Dans un creuset comme le monde moderne, où les goûts des individus changent à une cadence infernale, notre succès dépend de notre capacité à nous projeter hors de nous-mêmes et à nous brancher sur les différents réseaux sociaux. Il faut à tout prix s'astreindre à se projeter hors de soi. Il faut atteindre un état dans lequel le sentiment d'être coupé de son environnement est assimilé à une sensation de vulnérabilité et de péril. En définitive, cette peur originelle qui nous afflige se traduit par une infirmité mentale. La fermeture de notre esprit à toute idée nouvelle et non familière. Or, les intrépides, au fil de l'histoire, ont appris à adopter l'attitude opposée. Un esprit ouvert, qui apprend continuellement de ses nouvelles expériences. Prenons par exemple Jane Goodall, la grande spécialiste britannique des primates, dont les expériences sur le terrain ont révolutionné l'idée que nous nous faisions des chimpanzés et des primates en général. Avant Jane Goodall, les scientifiques avaient énoncé un certain nombre d'idées toutes faites sur la façon dont on effectue des recherches sur des animaux tels le chimpanzé. On les étudiait essentiellement en cage, dans des conditions extrêmement contrôlées. Il était rare que les scientifiques observent les primates en liberté. Même dans ce cas, ils avaient recours à différentes astuces pour attirer les chimpanzés près d'eux, tandis qu'eux-mêmes restaient cachés derrière tel ou tel type de paravent. Les scientifiques se livraient à des expériences en manipulant les animaux et en notant leurs réactions. Leur but était d'établir des vérités générales sur le comportement du chimpanzé. On estimait que le scientifique ne pouvait obtenir ce résultat qu'en gardant ses distances vis-à-vis des animaux. Jane Goodall n'avait aucune formation scientifique quand elle arriva en Tanzanie en 1960 pour étudier les chimpanzés en liberté. Totalement seule, elle mit au point des méthodes de recherche radicalement différentes. Les chimpanzés vivaient dans les parties les plus reculées du pays et ils étaient notoirement craintifs. Elle les pista de loin et s'attacha à gagner leur confiance. Elle s'habilla de façon discrète et veilla à ne jamais les regarder dans les yeux. Lorsqu'elle remarquait qu'elle les gênait, elle s'éloignait ou se comportait comme un babouin en train de creuser le sol à la recherche d'insectes. Lentement, en plusieurs mois, elle réussit à s'approcher de plus en plus près. Elle fut alors en mesure d'identifier un par un les chimpanzés qu'elle revoyait sans cesse. Elle leur donna des noms, ce que les scientifiques n'avaient jamais fait auparavant.
Ils s'étaient contentés de numéros. Grâce à ces noms, elle parvint à détecter des nuances subtiles dans leurs comportements individuels. Ils avaient chacun leur personnalité, comme des êtres humains. Au bout de presque un an de ce patient travail de séduction, les chimpanzés commencèrent à se détendre en sa présence et lui permirent d'entrer en relation avec eux, chose que nul n'avait jamais réalisée dans l'étude des primates en liberté. Il fallait pour cela un immense courage, car les chimpanzés étaient considérés comme les primates les plus colériques, plus dangereux et violents que les gorilles. Tandis que ces échanges avec les singes se multipliaient, elle se surprit elle-même à changer. « J'ai l'impression que mon cerveau commence à travailler comme celui d'un chimpanzé, au niveau du subconscient », écrivait-elle à un ami. Cette impression lui venait du fait qu'elle avait acquis une troublante capacité à les dénicher dans la forêt. Ayant ainsi accès à leur vie quotidienne, elle observa plusieurs phénomènes qui démentaient les idées reçues concernant le comportement des chimpanzés. Les scientifiques les avaient classés parmi les végétariens. Elle les surprit à chasser et à dévorer des singes. Seul l'homme était considéré comme capable de fabriquer et d'utiliser des outils. Elle les vit fabriquer des instruments raffinés pour attraper les insectes qui faisaient partie de leur nourriture. Pendant un orage, elle les vit se livrer à une étrange danse rituelle. Plus tard, elle fut témoin, entre deux bandes rivales, d'une horrible guerre qui dura 4 ans. Elle surprit des conduites curieusement machiavéliques entre les mâles qui se battaient pour la suprématie. Dans l'ensemble, elle révéla un degré de variété dans leur vie affective et intellectuelle qui bouleversait l'idée que l'on avait non seulement des chimpanzés, mais même de tous les primates et des mammifères. Cela eut des implications importantes en dehors du domaine de la science. Normalement, quand on étudie quelque chose, on se lance avec des idées préconçues sur le sujet. Comme les scientifiques étaient convaincus que les chimpanzés avaient une gamme limitée de comportements, ils ne voyaient que cela et passaient à côté de la réalité beaucoup plus complexe. Notre esprit aborde ainsi le sujet sans ouverture. Il n'est pas sensible aux différences ni aux nuances. Nous craignons de devoir remettre en cause des hypothèses de départ. Bien au contraire, comme Jane Goodall, il faut renoncer à ce besoin de tout contrôler et de limiter notre champ de vision. Quand nous étudions un individu ou un groupe, notre but est de pénétrer dans son esprit, son expérience et sa façon de voir les choses. Pour cela, il faut établir avec lui des relations davantage égalitaires. Avec un tel esprit ouvert et intrépide, nous découvrons des choses que nous ne soupçonnions pas. Nous acquérons une appréciation beaucoup plus profonde de notre sujet ou du public que nous essayons d'atteindre. Et avec cette compréhension intime vient le pouvoir de le toucher. Les clés de l'intrépidité. Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est utile à la louange qui les trahit. François de La Rochefoucauld. Avec les travaux que nous effectuons dans le domaine des affaires ou dans celui de la culture, il y a toujours un moment révélateur, le moment où notre œuvre sort de nos mains et atteint le public auquel elle est destinée. À cet instant, elle cesse d'être quelque chose que nous avions en tête. Elle devient un objet que les autres jugent. Parfois, elle résonne en eux de façon profonde. Elle fait vibrer une corde affective. Elle a une chaleur propre. Elle répond à un besoin. D'autres fois, elle laisse les gens de glace. Dans notre esprit, nous avions imaginé qu'elle aurait un effet très différent. Ce processus peut paraître assez mystérieux. Certaines personnes semblent avoir un truc leur permettant de créer des choses qui entrent en résonance avec leur auditoire. Ce sont les grands artistes, les hommes politiques habiles à toucher le peuple, les hommes d'affaires à la créativité illimitée. Parfois, nous produisons même quelque chose qui fonctionne et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi. Privés de cette explication, nous ne pouvons réitérer notre succès. Il y a toutefois un aspect de ce phénomène qui est explicable. Tout ce que nous créons et produisons est destiné à un public. Petit ou grand, cela dépend de ce que nous faisons. Si nous vivons essentiellement dans notre tête, si nous nous contentons d'imaginer ce que le public aimera, ou pire, que nous nous en fichons éperdument, cela transparaît dans l'œuvre elle-même. Elle n'est pas branchée sur le milieu relationnel. C'est le produit d'une personne recroquevillée sur elle-même. Si en revanche, nous sommes en contact étroit avec le public, si nous avons une perception fine de ses besoins et de ses désirs, alors ce que nous faisons tend à entrer en résonance avec lui.
Nous avons intériorisé la façon de penser et de ressentir de notre auditoire, et cela se traduit dans notre travail. Le grand écrivain russe Fédor Dostoïevski a eu une carrière en deux parties distinctes. Dans la première, il était socialiste et n'avait guère de relation qu'avec les autres intellectuels. Ses romans et ses histoires avaient un certain succès. Puis, en 1849, il fut condamné à plusieurs années de prison et de travaux forcés en Sibérie pour avoir ostensiblement conspiré contre le gouvernement. Là-bas, il découvrit soudain qu'il ne connaissait pas le peuple russe. En prison, il côtoya la lie de la société. Dans le petit village où il exécutait ses travaux forcés, il se mêla enfin à la paysannerie russe, qui formait le plus gros du pays. Une fois sa peine purgée, toutes ces expériences marquèrent profondément son travail. D'un coup, ses romans éveillèrent un écho bien au-delà des cercles intellectuels. Il comprenait son public, la masse du peuple russe de l'intérieur. Son œuvre devint immensément populaire. Il faut comprendre qu'on ne peut contrefaire l'attitude que l'on a vis-à-vis de son public. Si l'on se sent supérieur, si l'on croit faire partie d'une élite choisie, cela se retranscrit dans notre travail. On le décèle dans notre ton, qui a un timbre condescendant. Si l'on a peu accès au public que l'on tente de toucher, et si on s'imagine pouvoir l'intéresser, on aboutit inévitablement à quelque chose de trop personnel, de foncièrement étranger. Dans les deux cas, ce qui domine véritablement l'esprit de votre travail, c'est la peur. Pour se mettre en contact étroit avec le public et obtenir de lui un retour, il faut corriger ses brillantes idées et notions préconçues et remettre en cause sa vision proprette du monde. On a beau vouloir la cacher sous un vernis snob, la peur séculaire de l'autre ressort malgré tout. L'homme est un être relationnel. Il fait les choses afin de communiquer et d'échanger avec ceux qui se trouvent autour de lui. Notre but doit être d'abolir les distances entre nous et notre auditoire, base de notre gagne-pain. Une partie de cette distance est mentale. Elle provient de notre ego, de notre besoin de nous sentir supérieurs. Une autre partie de cette distance est physique, quand la nature de notre métier tend à nous couper du public pour des raisons bureaucratiques. De toute façon, nous devons chercher à multiplier les contacts pour nous permettre de ressentir de l'intérieur ce que sentent les gens. Nous en viendrons à faire de leurs commentaires et critiques notre pain quotidien. En fonctionnant ainsi, ce que nous produisons ne manquera pas d'éveiller un écho, car cela viendra de l'intérieur. Ce niveau profond d'échange est la source des travaux les plus puissants et les plus populaires dans le domaine de la culture et des affaires, et cela confère un style politique en prise directe avec le peuple. Voici 4 stratégies à utiliser pour se rapprocher de cet idéal. Supprimer la distance. Le peintre Henri de Toulouse-Lautrec était issu de l'une des plus vieilles lignées de l'aristocratie française, mais dès son enfance, il se sentit mis à l'écart. Cela était en partie dû à son handicap physique. Ses jambes avaient cessé de grandir quand il avait 14 ans, ce qui lui donnait l'air d'un abo. C'était aussi dû à sa nature très sensible. Il fit de la peinture son seul intérêt dans la vie. En 1882, alors qu'il était âgé de 18 ans, il s'installa à Paris pour se former auprès d'un artiste dont le studio était à Montmartre, un quartier bohème de la capitale. Là, Toulouse-Lautrec découvrit un monde nouveau. Les cafés et les cabarets fréquentés par les prostituées, les escrocs, les danseurs, les acteurs de rue et toute une faune un peu louche attirée par ce quartier. Peut-être à cause du rejet de sa famille, il s'identifia avec ces exclus. Et il se plongea profondément dans le milieu montmartrois. Il se lia d'amitié avec des prostituées et les engagea comme modèles, cherchant à fixer sur la toile l'essence de leur vie. Il revenait souvent dans les salles de bal et dessinait ce qu'il voyait. Il buvait avec les criminels et les anarchistes qui passaient dans le coin. Il observait tous les aspects de ce demi-monde, y compris les habitudes des bourgeois qui venaient se distraire et s'encanailler. Les peintres Degas et Renoir, qui vivaient tous deux à Montmartre, peignaient eux aussi des scènes sur le vif, mais toujours avec une certaine distance, un peu comme des voyeurs. Toulouse-Lautrec, au contraire, avait part à ce milieu. Et comme ses affiches et ses tableaux commençaient à refléter son immersion, ses travaux attirèrent davantage l'attention du public. Le sommet fut atteint avec les affiches qu'il fit pour le cabaret du Moulin Rouge, qui ouvrit ses portes en 1889. La toute première, demeurée la plus célèbre, représente une danseuse dans une pose scandaleuse où l'on aperçoit sa culotte.
Les couleurs sont intenses et crues. Et le plus étrange est l'impression d'immédiateté, donnant au spectateur la sensation qu'il se trouve sur la scène avec les danseurs, au milieu de toute cette activité et sous le feu des lumières. Personne n'avait obtenu avant lui un effet semblable. Quand cette affiche fut collée partout dans Paris, les gens furent hypnotisés par cette image. Elle semblait avoir une vie propre. D'autres affiches se succédèrent, représentant les personnages du Moulin Rouge avec lesquels il s'était lié. Une esthétique nouvelle surgit de sa façon démocratique de se mêler avec ses sujets. Son œuvre eut un succès énorme. Par les temps qui courent, si l'on veut toucher les gens, il faut avoir accès à leur vie intérieure, leurs frustrations, leurs aspirations, leurs rancœurs. Pour cela, il faut annihiler autant que possible la distance qui vous sépare de votre public. Il vous faut pénétrer dans son esprit et vous en imprégner. Il faut que sa façon de voir les choses devienne la vôtre. Quand vous la recréerez sous la forme d'une œuvre, celle-ci sera vivante. Ce qui vous choque et vous passionne aura le même effet sur vos spectateurs. Cela exige une certaine intrépidité et de l'ouverture d'esprit. N'ayez pas peur du fait que toute votre personnalité change à ce contact. Assumez une égalité totale avec le public. Offrez votre voix aux idées et aux désirs du peuple. Ce que vous produirez aura ainsi une résonance naturelle. Ouvrir des canaux parallèles de critiques et de commentaires. Quand Eleanor Roosevelt s'installa à la Maison-Blanche avec son mari en 1933, ce ne fut pas sans une vive inquiétude. Elle dédaignait la politique politicienne et l'esprit partisan qu'elle impliquait. Pour la première dame des États-Unis, le pouvoir de son mari dépendait de ses liens intimes avec le peuple qui venait de l'élire. Pour sortir de la crise de 1929, ce dernier devait se sentir engagé dans un combat et pas seulement séduit par des discours et des programmes. Quand les gens se sentent engagés, ils apportent leurs idées et leur énergie à leur cause. La peur d'Eleanor Roosevelt était que la nature bureaucratique du gouvernement n'avale son mari. Il ne prêterait l'oreille qu'aux experts et aux membres de son cabinet. Son contact avec le public se limiterait à des canaux officiels tels que des rapports, des sondages et des études. Cet isolement causerait sa perte en le coupant de sa base. Sans position officielle au sein de l'administration, elle décida de créer de toutes pièces des canaux non officiels ouverts au public. Elle sillonna tout le pays, des centres-villes aux villages reculés, à l'écoute des griefs et des besoins de la population. Elle présenta beaucoup de monde au président pour qu'il touche du doigt les effets du New Deal, son programme pour sortir de la crise. Elle rédigea dans la revue The Woman's Home Companion, le compagnon de la ménagère, une chronique où elle fit figurer en exergue la phrase « Je veux que vous m'écriviez ». Elle fit de cette chronique un espace de discussion pour les Américains. Elle les y encourageait à faire part de leurs critiques. En 6 mois, elle reçut plus de 300 000 lettres auxquelles ses collaborateurs ne manquaient pas de répondre. Elle créa d'autres canaux de communication, par exemple en plaçant certains de ses conseillers dans différents programmes du New Deal où ils enquêtaient en son nom auprès des personnes touchées par ses projets. Une fois ce système en place, elle comprit que le New Deal décevait. Chaque jour, elle laissait une note dans le panier de son mari et lui rappelait ses critiques et la nécessité pour lui de se montrer plus réceptif. Elle commença ainsi à influencer la politique de Roosevelt en le tirant vers la gauche. Par exemple, elle l'incita à créer des programmes comme le National Youth Administration, Administration nationale de la jeunesse, où des jeunes pouvaient s'engager activement dans le New Deal. Avec le temps, cette administration devint un canal officieux de communication pour les groupes de femmes et de Noirs américains, consolidant le soutien de son mari auprès de ses électeurs de première importance. Tout cela exigeait un travail considérable, car elle se faisait continuellement ridiculiser à cause de son activisme. Jamais une femme de président n'avait endossé ce rôle. Son activité aida de façon décisive Roosevelt à conserver l'image d'un président proche du peuple. Comme Eleanor Roosevelt l'avait compris, un groupe quel qu'il soit tend à s'isoler du monde extérieur. Il lui est plus facile de fonctionner ainsi. Mais au sein de cette bulle, les gens se montent la tête en s'imaginant qu'ils ressentent ce que pense le public. Ils lisent les journaux, les rapports, les sondages, etc. Mais ce type d'information, fortement filtrée, n'a aucun relief. C'est très différent lorsqu'on est en contact direct avec le public et que l'on entend commentaires et critiques de la bouche même des intéressés. On découvre ce qui est à la racine de leur mécontentement, la façon dont chaque décision les affecte.
leurs problèmes deviennent vivants et les solutions auxquelles on parvient sont plus pertinentes. On crée une dynamique interactive dans le cadre de laquelle leurs idées, leur engagement et leur énergie peuvent être canalisés dans le sens de vos projets. Si les conditions dans lesquelles vous travaillez exigent de garder une distance avec votre public, l'idéal est de créer autant de sources parallèles d'informations que possible pour obtenir un retour direct de la source. Se rebrancher sur sa base. De multiples personnes réussissent quand elles sont jeunes, car elles ont des liens étroits avec un groupe de relations. Ce qu'elles disent et produisent est issu de la réalité et branché sur le public. Puis, lentement, ces mêmes personnes perdent le contact. Le succès crée une distance. Elles passent de plus en plus de temps avec d'autres gens qui ont réussi. Consciemment ou non, elles en viennent à se sentir séparées au-dessus de leur audience. Leur travail perd de son intensité et l'effet sur le public s'atténue. Le célèbre activiste noir Malcolm X fut à sa façon aux prises avec ce problème. Il avait été dans sa jeunesse un bon revendeur de drogue et avait fini en prison pour trafic de stupéfiants. Là, il découvrit l'islam auprès d'un groupe nommé Nation de l'Islam et se convertit immédiatement. À sa sortie de prison, il fut tout de suite très en vue en tant que porte-parole de ce groupe. Il finit par rompre avec Nation de l'Islam et devint un des personnages clés du mouvement en faveur du pouvoir noir dans les années 1960. Dans les différentes phases de sa vie, les injustices dont étaient victimes les Noirs américains furent pour Malcolm X une source de colère et de frustration intense, car ces injustices l'avaient personnellement frappé. Ces émotions lui firent prononcer de formidables discours. Il fut la voix de la rage ressentie par de nombreux habitants des ghettos d'Amérique. Mais au fur et à mesure qu'il devenait plus célèbre, il se sentit angoissé. D'autres dirigeants de la communauté noire menaient la grande vie. Ils ne pouvaient se défendre d'un sentiment de distance et de supériorité vis-à-vis de ceux qu'ils étaient censés représenter. Ils avaient une attitude paternaliste. Malcolm détestait cette dérive. D'après lui, les gens ne peuvent s'en sortir que par eux-mêmes. Son rôle était de les pousser à l'action et non d'agir à leur place. Pour se vacciner contre cette distanciation, il renforça ses liens avec les dealers et les agitateurs, des gens des bas-fonds que les dealers évitaient scrupuleusement. Les habitants des ghettos noirs étaient la base de son pouvoir, et il fallait qu'il reprenne le contact avec eux. Il s'obligea à passer davantage de temps avec les victimes d'injustices récentes. Il s'imprégna de leurs expériences, de leur indignation. La plupart des gens s'adoucissent avec l'âge. Lui conservait sa colère, l'intensité des émotions qui l'avaient animé au départ et qui lui avaient donné son charisme. L'objectif de ce contact avec le public n'est pas de faire plaisir à tout le monde, ni de faire le grand écart pour toucher un auditoire aussi large que possible. La communication doit être intensive et non extensive. On ne doit pas chercher à faire du chiffre. En voulant à tout prix élargir sa base, on remplace la qualité par la quantité, et cela se paie. Votre pouvoir a une base, un groupe grand ou petit de personnes qui s'identifient à vous. Cette base est aussi mentale. Ce sont les idées que vous aviez dans votre jeunesse, liées à des émotions puissantes et qui vous ont conduit à emprunter un chemin donné. Le temps et le succès tendent à estomper le lien avec cette base physique et mentale. Vous partez à la dérive et votre capacité à convaincre diminue. Connaissez votre base et travaillez à rester en contact avec elle. Que vos liens soient vivants, intenses et toujours présents. Retrouvez vos origines, la source de toute inspiration et de tout pouvoir. Se créer un miroir social. Quand nous sommes seuls, nous pouvons imaginer que nous avons toutes sortes de pouvoirs et de capacités. Notre vanité n'a pas de limite. Mais quand nous produisons quelque chose qui n'a pas l'impact attendu, nous nous heurtons brusquement à une limite. Nous ne sommes pas aussi brillants que nous l'avions imaginé. Dans un pareil cas, on blâme souvent les autres parce qu'ils ne nous comprennent pas et nous font obstacle. Nous nous montrons susceptibles. Toute critique venant de l'extérieur est vécue comme une attaque personnelle, insupportable. Nous avons tendance à nous renfermer, ce qui rend d'autant plus difficile la réussite de notre projet suivant. Au lieu de vous recroqueviller, servez-vous de la tiédeur des gens vis-à-vis de vos idées comme d'une sorte de glace qu'ils vous tendent. Un vrai miroir fait de vous un objet. Vous pouvez vous y voir comme les autres vous voient.
Votre vanité ne saurait vous protéger, car un miroir ne ment pas. On s'en sert pour rectifier sa tenue et éviter le ridicule. L'opinion des autres peut avoir une fonction similaire. Votre travail, vous le voyez avec votre propre esprit, encombré de désirs et de peurs. Les autres, en revanche, n'y voient qu'un objet, tel qu'il est. Grâce à leur critique, vous pouvez vous approcher de cette vision objective et améliorer grandement ce que vous faites. Attention toutefois aux commentaires de vos amis, dont le jugement peut être altéré par la jalousie et le besoin de flatter. Quand votre travail ne touche pas les autres, considérez que c'est de votre faute. Vous n'avez pas été assez clair, vous n'avez pas éveillé les émotions de votre auditoire. Ainsi, les critiques ne susciteront en vous ni amertume, ni colère. Vous vous contenterez d'améliorer votre travail. Retournement de perspective. La méthode scientifique est un outil très puissant d'acquisition de connaissances qui domine notre façon de penser depuis quelques siècles. Mais elle a également engendré un solide préjugé. On imagine que pour comprendre quelque chose, on doit s'en distancier et adopter une perspective détachée. Par exemple, on a tendance à surestimer un livre bourré de statistiques et de citations car on lui prête une objectivité scientifique synonyme de distanciation. Mais la science traite souvent d'objets inanimés, dont la dimension affective est pratiquement absente. Dans ce domaine, le détachement se justifie et aboutit à des résultats. Les sciences humaines, en revanche, s'appliquent à des personnes vivantes qui réagissent avec leur affectivité. Si l'on s'attache à trop de détachement, on rate quelque chose. Le fait d'étudier des personnes uniquement de l'extérieur résulte d'un préjugé souvent issu de la peur. On craint qu'en touchant à l'expérience et la subjectivité des personnes, on s'avance dans un territoire chaotique et salissant. La distanciation semble plus facile et plus nette. Il est temps de remettre en cause ce préjugé et de voir les choses selon une perspective opposée. Pour connaître la nature humaine et les facteurs sociaux, ce qui est souvent très précieux, il faut connaître les gens et leur réseau de l'intérieur, toucher du doigt ce dont ils font l'expérience. La meilleure façon d'y arriver, c'est d'opter pour une participation et un engagement intense. C'est de fuir une attitude pseudo-scientifique d'intellectuels retranchés derrière des études, des citations et des chiffres conçus pour conforter ses préjugés. Cette forme de connaissance de l'intérieur doit être préférée entre toutes quand il s'agit de relationnel. C'est cela qui vous donnera le pouvoir d'influencer les gens. Quand vous avez le sentiment d'être distant et extérieur, vous devez vous dire que vous ne comprenez pas ce que vous étudiez ou essayez d'atteindre. Vous passez à côté de la plaque et il vous faut redresser la barre. Un homme vraiment intelligent ressent ce que les autres se contentent de savoir. Baron de Montesquieu.